Et là, Zuma Sensei me dit, si tu veux, comme tu vis au dojo, tu as le droit de participer au championnat du Japon, parce que normalement c'est pour les résidents du Japon. Il me dit, si tu veux, faut juste te qualifier à Hokkaido dans le nord. C'était au mois de décembre, un truc comme ça, décembre-janvier. Et il me dit, si tu pars combattre dans le nord du Japon, si tu te qualifies, tu peux faire championnat du Japon. Je fais ok, pas de souci. Et comme j'ai peur en avion, je décide d'y aller en train. Il y a peut-être 12 heures de train, quoi. C'est l'enfer. Ah, ça a été une expédition, hein. Il nous racontait, mais qu'est-ce que c'était drôle. 12 heures de train, j'arrive à Hokkaido. À Hokkaido, si tu veux, c'est un peu la Haute-Savoie du Japon. Il faisait peut-être 10 degrés à Tokyo. J'arrive à Hokkaido, il faisait peut-être moins 10, moins 15. Et j'étais avec une veste en cuir et un petit pull. Et là, pareil, pas d'argent. Il faut quand même savoir que je dormais dans des cybercafés quand je voyageais. Je me prends un cybercafé, l'enfer. Tu sais, tu dors, t'es à moitié accroupi, il y a du bruit. Et je chope la crève. Je fais mon championnat à Hokkaido. Bon, bien sûr, ça se passe pas comme prévu. J'avais la crève, j'ai dormi dans un cybercafé. L'enfer, l'enfer, l'enfer. L'enfer. Je sais plus, je crois que je finis avant-dernier de ma poule, un truc de merde. Mauvaise journée. Ouais, bon, bah déjà, tu arrives à Hokkaido, il y a quand même très peu, c'est à Sapporo, il y a très peu d'étrangers. Déjà, tu aurais vu la gueule des gens quand je suis arrivé dans le gymnase, genre, il sort d'où lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? En plus, à l'époque, t'étais quoi, ceinture jaune, non? Ouais, ça faisait 2-3 ans que je pratiquais le kudo. Tu sais, on n'était pas beaucoup au club, c'était vraiment freestyle, hein. Ouais, C'était pas, on s'entraînait à l'arrache, hein. Et du coup, bon, c'était une bonne expérience, c'était sympa, je rentre à Tokyo. Les entraînements se passent, c'est cool. Et là, on part à Nagoya pour le championnat du Japon. Je peux pas participer parce que je suis pas qualifié. Je crois qu'il fallait être dans les 3 premiers, j'ai fini 4 sur 5, tu vois, donc de la merde totale. Euh, et là, je pars aider avec le staff pour installer des tapis, tu vois, faire tout ce qui est un petit peu organisation, donc c'était sympathique. Et la veille, je pars manger avec Azuma Sensei. Et bon, bah là, il avait un petit peu bu. Et pour déconner, il me dit ouais, vas-y, demain, il y a un mec qui s'est blessé, il y a une place. Si tu veux, tu peux combattre en moins de 250. Donc, il faut savoir, le kudo, c'est ta taille en centimètres plus ton poids et ça fait ta division. Moi, j'étais en moins de 240. Donc, j'allais combattre avec des gars qui avaient soit 10 kilos d'écart, soit 10 centimètres. Enfin, c'était une catégorie au-dessus. Et il me prévient la veille. J'avais même pas mon kimono, pas mon casque. La loose, quoi, j'avais rien. Et tu vois, les Japonais, ils sont un peu taquins, donc je lui dis, bah vas-y, let's go, j'ai pas peur, ouais, ouais, je le fais. Et je suis obligé d'appeler un pote qui vit à Tokyo, le mec il prend le train pour m'amener mon équipement, le Nagoya, matin ouais, c'est à même. 3 heures. En Nagoya, c'est 3 heures, hein. Ouais, c'est 2 heures, 2 heures et demie ouais, de Shinkansen, qui me ramène tout mon matériel le matin même du championnat. Mais j'ai rien, j'ai pas de strap, j'ai rien. C'est un combattant russe qui me prête du strap. L'enfer quoi. Donc, je fais mon combat, je suis plutôt content de moi, je perds au point, de pas grand chose. Et, une bonne expérience, une bonne expérience et c'est vrai que ça allait être dur de gagner parce que j'étais pas prêt et on s'entraînait comme des quiches à l'époque. Mais je voulais juste montrer que j'étais courageux, tu vois. Je fais ok, si le challenge j'y vais, je gagne, je perds, rien à foutre, voilà. Donc voilà, et voilà. C'est passé un petit peu durant le deuxième séjour de Kudo au Japon. Et comment tu trouvais bah, l'ambiance au dojo? Parce que le dojo de Daido, il n'est pas hyper grand. En tout cas, moi, quand j'y suis allé, j'avais pas trouvé ça hyper grand. C'est assez exigu. Non, C'est assez marrant comme ambiance. c'est un peu petit, exigu et bizarrement, il y a quand même peu de pratiquants qui pratiquent au Dojo. Mm. C'est plus un lieu de passage, Ouais. voilà, où les équipes étrangères y restent, quand il y a un championnat international. Voilà, t'as des professeurs qui viennent un peu à droite à gauche donner des cours de temps en temps. Donc, il y a quand même pas énormément de pratiquants, ouais. C'est Mm. petit. Enfin, on va dire que c'est plus un siège social, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est plus un siège administratif qu'autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et après quand j'ai commencé à m'entraîner avec Kato, qui est un professeur de kickboxing très réputé sur Tokyo, même au Japon, tu vois, pour preuve, il entraînait Jess Liudin. Ah ouais? Parce que Jess Liudin, il est venu faire 1 an au Japon, il combattait au Shuto, je crois. Shuto. Ouais. Ah, je me souviens pas qu'il avait combattu au Shuto, super. Shuto Pancras, il est resté 1 an, je crois. Il est resté 1 an et c'était Kato qui l'entraînait en kickboxing. D'accord. Mais Kato, c'était pas le sniper un peu du Kudo, le mec qui gérait tous les défis à ce moment-là? Ah quoi, il y a non, les années 90? Si, il y avait lui et Osada, Sada, ouais. c'est lui qui a géré tous les premiers défis. Ce qui est intéressant, c'est que le Kudo, ils acceptaient les défis dans le style de la discipline qui les défiait. Ouais, ouais. Donc ils appelaient ça Wars. Il y a eu le premier Wars, je crois, en kickboxing. Les mecs du Kudo combattaient tous en kickboxing contre des mecs du kickboxing. Il y a eu du Muay Thai, il y a eu MMA, il y a eu Pancras, il y a eu lutte contact. Exact. C'est vrai. Il a fait le War 5 ou 6 contre l'équipe de France de lutte contact en lutte contact au Japon. Génial. Ouais, et t'avais des mecs très cotés à l'époque en France. C'était l'équipe de lutte contact française, c'était un peu les top fighters de l'époque en France. Ouais. Les gros noms de l'époque. Ouais, je me souviens les Wars. Ouais, non, et ça, c'est vrai que c'était un des gros trucs. Faut voir que tous les styles de karaté, quand ils arrivent, ils disent bien sûr que c'est les plus forts, les meilleurs et tout. Mais une des gros trucs, et c'est pour ça que le Kudo, nous, on a vraiment aimé dans plein d'aspects, c'est que ils avaient ce côté. On va vous démontrer que ce qu'on vous dit, c'est pas de la merde. C'est pas juste vous venez dans nos styles et on vous bat dans nos styles. Type, t'as qu'à venir faire ce qu'a fait Oyama génialement au premier championnat du monde. Hein. Tout à fait. Il a dit les gars du Winshan, vous voulez venir, venez, on va vous taper. Vous savez pas combattre comme nos trucs. Tu sais que sur le premier championnat du monde Kyokushinkai, il y a Oyama, donc tu sais, c'est Giru Oyama, celui qui était aux États-Unis, qui expliquait que Oyama Masutatsu avait dit ne leur enseigne pas les low kicks. Parce que, en gros, il voulait que les Japonais flinguent les Américains à base de low kick. D'où le premier championnat du monde tellement bizarre où tu vois les Japonais faire les étrangers se prendre que des low kicks. Ils sautent, ils savaient pas bloquer les low kicks. Et c'est vrai que l'équipe du Japon a gagné que à base de low kicks. Exactement. Mais parce que c'était voulu. Et la force du Kudo, c'est qu'ils disaient, OK, on prend vos règles. Et ça, c'est quand même assez génial de se dire, les mecs osent aller combattre. C'était vraiment des combattants mix dans la première. Là, on parle des années 90. Hein, donc, des combattants en mix de première génération à se dire, on est prêt à combattre dans toutes les formes. Et on sait même d'ailleurs qu'il avait envoyé à UFC 2. Ouais, c'était 2. 1 ou 2, ouais, 2, ouais. Et bon, il avait perdu. Et ce qui est génial, c'est qu'Azuma, il avait perdu contre Royce Gracie, le représentant du Daido. Et Azuma a dit bon, ok, on fait pas assez de sol parce qu'à l'époque, il y avait deux bouts projections. Et il a rajouté du sol parce qu'il s'était rendu compte que c'était une problématique quand on combattait des mecs sur des combats libres comme ça. Et c'était génial parce qu'on voyait qu'Azuma était un mec qui se posait des questions, qui aimait le combat et qui derrière voulait faire progresser son système pour que ça donne quelque chose de puissant. Je crois que c'est assez unique, un style qui accepte d'affronter d'autres styles dans leur règle à eux. Ouais, complètement. Et c'est assez unique, c'est très risqué commercialement. Hein. On va pas se leurrer, ça reste des entreprises. Et les gens aiment rêver, ils ont besoin de rêver. Bien sûr. Et ça a fait que j'ai vraiment kiffé cette discipline sur l'instantané, tu vois. J'étais là, waouh, c'est dingue. C'est que les gars, il y a ce côté spirit des arts martiaux japonais, il y a ce côté efficacité, il y a ce côté remise en question, il y a ce côté on est tough, on va vous prendre dans votre style, on se cache pas derrière des règles. Ouais. C'était hyper intéressant. Le gars qui a combattu à l'UFC 2, qui a mal fini, il était aussi parti combattre en Birmanie. Ouais. Azuma, on voyait des mecs en Birmanie faire de la boxe birmane. Dans les années 90. Ouais, non, il y avait une vraie ouverture. Hein. Il
y avait, en fait, pour l'époque, c'était hyper novateur au niveau des arts martiaux. C'était une révolution. Ouais. Vraiment une révolution. Il a formé il y avait vraiment des gars de très 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 bon niveau. Moi, j'ai pas de niveau au sol ou en lutte pour juger les gens, mais je sais qu'en pied-point, que ce soit Kato ou Osada, par exemple, c'est des gens qui étaient boxeurs professionnels à côté, Mm, avec des très 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 bonnes cartes. mm, mm. Euh, ouais, c'est quand même hyper rare et hyper unique dans les arts martiaux à cette époque. À Ouais. cette époque. Je pense qu'après, tout a changé et ils se sont fait rattraper. Et pour cette époque-là, c'était très novateur et surtout, c'était une époque où le MMA était quand même pas accessible, on va pas se leurrer. Le MMA de cette époque, fin 90, début 2000, c'est que des gens qui avaient des gros physiques, qui avaient des gros backgrounds dans des sports de combat. Mm, 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 mm. T'arrivais pas avec tes 60 kilos, j'ai jamais rien fait, dans un club de MMA à l'époque. À Mm, l'époque. mm, 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 À l'époque, c'était vraiment, je pense, que c'était un peu plus la guerre, quoi. mm. Oui, complètement. Et toi, du coup, donc, deuxième passage, tu es resté donc 2 mois et demi. Tu y es retourné une troisième fois pour t'entraîner au Wambou. Là, c'est le Alors, moment. On est arrivé en 2007, là, 2006-2007. 2005, 2007, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 2007. Ce qui se passe, c'est que le premier championnat d'Europe de Kudo a lieu en Bulgarie. Donc, avec série, on est l'équipe de France. Voilà, on est deux, on est l'équipe de France. Sauf que là, je me dis, c'est chaud. Faut prendre du niveau. Et ça faisait quelques temps déjà que pour ma progression personnelle, je faisais de la boxe avec André Zetoun, Ouais. tu vois, qui a vraiment repris mes bras, parce que c'est un très très bon technicien, tu vois. C'est quelqu'un qui est vraiment très axé sur la technique et la répétition. Et tu vois, il a vraiment créé ma boxe initialement, tu vois. Avant lui, je savais pas boxer. Mm. Et à côté, en plus, je faisais du jiu-jitsu brésilien avec Hugo Février. Mm. C'était ses débuts à lui. Il y avait une top équipe à l'époque. Vraiment, j'en garde des souvenirs merveilleux, tu vois. Et Doménil, ouais. ouais, Dominil, un mec super. Et c'est quelqu'un. Je suis pas un grand fan de sol, mais c'est quelqu'un qui peut te donner de l'amour, de la discipline. Tu vois, t'as envie de venir. Mm. Parce que lui, il est très cool, il est très pédagogue. Il sait créer une ambiance. C'était top. Du coup, bon, je fais de la boxe taille avec André Zetoun, je fais le JB avec Hugo Février, mais c'est quand même pas du kudo, tu vois. Mm. Donc là, je me dis, mec, si tu veux performer au championnat d'Europe, va falloir partir au Japon. Donc je prévois de partir 2 mois ou 2 mois et demi au Japon. Donc, pareil, parce que nous, à l'époque, on n'était pas des espèces de crevards qui faisions des litchis à la con, tu vois, ou des cagnottes. C'est-à-dire que nous, on voulait, on payait. On se Mm. payait des choses. Mm. Du coup, je travaille à droite, à gauche. J'avais quitté l'armée, je faisais de l'intérim, je mettais tous mes sous de côté, je revivais chez mes parents. Et là, je prévois de m'entraîner dans un super club de kudo avec plein de champions. Et malheureusement, il y a des histoires avec la fédération française. Ça commence à chauffer un petit peu entre moi et le gars qui dirige. Et il me fait barrer au Japon. Pour moi, c'était impensable. C'est que je suis dans l'équipe de France, j'économise mon argent, je paye tout pour m'entraîner, pour faire briller la France. Et pour des histoires à la con, on me barre au Japon. J'avais pas le droit de m'entraîner en kudo au Japon. Donc, je pars quand même au Japon et là je me dis tiens, je vais m'entraîner en kickboxing et je suis parti chez Sensei Fujiwara, qui est le premier étranger à gagner la ceinture du Raja. Ouais. Historiquement, voilà, et c'est l'élève du premier élève de Masuyama. De Kurosaki, ouais. Kurosaki, c'est son premier élève, Mm. et c'est une légende du kickboxing. Je crois qu'il a plus de 100 combats et une centaine de victoires. Mm. Donc, je dis, bon, c'est pas grave, je vais m'entraîner et je vais faire du JB à côté. Le JB, je pars chez le gars qui a créé Carpe Diem, qui s'appelle Ouais. Yuki, qui était à l'époque avec la team Triforce.
Ouais. Et bon, bah, je fais les deux. Et ça reste pas du coup d'eau, tu vois. Et du coup, je rentre, je pars au championnat d'Europe et je perds vraiment comme un abruti. Je passe un étranglement au mec, il tape, je le lâche, l'arbitre voit pas. Et le mec dit non, bah non, j'ai pas tapé. Et ça reprend debout, et moi je fais à l'arbitre, tu sais, je suis genre étonné, je fais mais le gars il est mytho, tu vois, il a tapé quoi. Et là le gars en profite, il met une ou deux patates et il gagne au point, tu vois. Ouais, bon, c'est Bon, incroyable. c'est la vie, c'est pas très grave, et voilà, et de là j'ai commencé un peu à prendre mes distances avec le kudo, et bah, je commençais vraiment à kiffer la boxe, Ouais. vraiment, parce qu'il n'y avait pas toute cette lourdeur administrative. Voilà, il faut savoir que les arts martiaux au Japon, ça reste quand même des entreprises. Tu as toute une lourdeur administrative, de l'argent à verser, des règles des fois qui paraissent complètement stupides à respecter. Des règles japonaises transposées en France, mais bon, t'es en France, la France c'est la France, quoi, tu vois. Bien sûr. Ça commence un petit peu à me fatiguer. Je repars au Japon l'année d'après, en 2008. Je pars m'entraîner au Mbu Dojo et bah, le cœur il est plus trop et bah, à côté je m'entraînais au Fairtex en Muay Thai Ouais, je me souviens. sur Ouais. Tokyo. Et là au Fairtex, bah, les mecs me kiffent, ils me mettent bien, ils me font venir des sparring partners, je pète la bouche de plein de japonais à l'entraînement, les Thaïs ils kiffent, ils me font venir plus de japonais à taper. Donc Mais ouais, je mais me bien parce que dis, justement, c'était drôle parce que je me souviens que tu disais c'est marrant, on voit que c'est pas des Japonais, on voit que c'est des Thaïs, c'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout là. Ça t'avait vachement allégé, moi j'avais trouvé quand tu étais allé justement au ouais. contexte où tu me disais je m'amuse, c'est marrant, les gars m'encouragent, tu sais, ils faisaient ça vraiment, vraiment comme en Thaïlande, tu vois. Ils voient un blanc arriver, ils veulent que le gars soit content de son séjour et ils font tout pour que le mec soit content, quoi. Bah, voilà, c'est ça. Je pense que j'avais fait un peu le tour des arts martiaux, parce que, entre le karaté, le judo, tout ce qu'on avait fait, ça faisait, je sais pas, à l'époque j'avais presque 30 ans, ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans les arts martiaux tradis, Mm. enfin, dire tradis, même avec percussion, tu vois, mais et ous, le gi, les ceintures, tout ce que ça a amené comme ego aussi, Bah, la d'ailleurs, en parlant de hiérarchie. ceinture, ouais, parce qu'en parlant de ceinture, tu es quand même allé faire 2 ou 3 fois le stage d'été pour avoir ton Shodan, et à chaque fois, tu t'es fait avoir, quoi. Ça a été hyper abusé. Une personne voulait absolument pas que tu aies ton Shodan à cette époque-là. Ce qui s'est passé, c'est que je suis resté premier Q, qui est le dernier grade avant le premier Dan, peut-être 2 ans. 2 ans. Donc en 2008, l'année où je m'entraîne au Fairtex, je me dis je vais quand même tenter la ceinture noire. Donc je décide de m'inscrire au Summer Camp, qui est un camp d'été de 2 jours. À savoir que tu as très peu de personnes qui font les passages de grade dans les Summer Camp parce que c'est la version traditionnelle des passages de grade. La plupart des gens, ils passent leur grade après des championnats, parce qu'ils comptabilisent tes combats de Ouais, championnat, ouais. où tu as moins de combats à faire, où bah, tout le monde est flingué de la veille du championnat, donc c'est un petit peu différent. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est différent. Disons que c'est moins long. Et du coup, je me tape les 2 jours de camp d'été avec le passage dit traditionnel, avec les 100 pompes à faire, les 150 ou 200 squats, le 10 km à courir sur la plage pieds nus en kimono. Après, je me tape 2 heures de technique dans un gymnase au mois d'août au Japon, donc je te dis même pas la température. Et après, tu as les fameux 10 combats à faire, c'est-à-dire qu'en championnat, le lendemain, il y a un passage de grade. Tu combats dans des poules avec des mecs qui ont combattu ou pas. C'est des poules. Là, quand tu passes la version traditionnelle du Shodan, c'est 10 adversaires à la suite, frais. C'est-à-dire, eux ne combattent pas. Ils combattent que toi. Ils sont alignés, tu te fais les 10 à la suite. Ce que je trouvais génial, tu vois. Enfin, Oui, oui, non, physiquement, sur le c'était. papier, c'est top, c'est top. Et du coup, je fais mes combats. Donc j'avais 2 combats en Kyokushin, après j'avais peut-être 6 combats en Kudo et peut-être 2 combats au sol à faire. C'est un mix. Donc la majorité c'est en Kudo, style MMA avec le casque et kimono. Et t'as quand même un ou deux de Kyokushin à faire pour le freestyle. Mm. Du coup je me tape, on est que deux à le passer, il y a 200. On est 200.
au Summer Camp ou 300. Il y a vraiment toutes les préfectures du Japon qui sont là. Et on n'est que 2 ceintures marron à passer pour la ceinture noire 2. Et bon, je te dis pas la pression, t'as tout le monde qui regarde. Hein. Et pareil, ils te mettent pas des mecs, ils te mettent pas des tocards. Les mecs, ils sont assez chauds. Et je finis mon passage de grade. T'as plein de Japonais qui viennent me féliciter, du style ouais, t'as été courageux, c'est bon, t'as ton grade. Et là, ils font l'annonce des résultats et j'ai pas mon grade. Donc, je viens demander des explications et là, on me dit oh, il manquait un point. Il manquait un point pour avoir ton grade. Bon, bah, je fais comment? Ils me disent va la semaine prochaine au Mbudojo, tu fais un combat et t'as ton grade. Je fais ok, pas de soucis. Je te dis pas, j'avais mal partout, je m'étais fait péter de partout. 10 mecs frais, tu tapes 10 mecs frais, je trouve que c'est des combats. Après 2 jours d'entraînement, ouais, t'es mort. C'est des combats d'1 minute ou 1 minute 30, donc c'est hyper intense. C'est-à-dire que dès que tu finis un gars, l'autre il te saute dessus, et il est en mode vénère, toi. T'imagines le 7e ou 8e, toi tu t'es éclaté les tibias, t'as mal partout, l'autre il arrive, il te saute dessus, il t'avoine. Les gars, ils veulent vraiment te sécher, quoi. Il y a un point que peut-être beaucoup peuvent pas se rendre compte, c'est que ce putain de casque, tu respires pas dedans. C'est très très dur au niveau d'oxygénation. T'as de la buée. T'as de la buée, même si tu fais du pec, t'as de la buée. T'as de la buée, pareil, vu que la bulle est quand même hyper avancée, tu vas être touché par des coups qui t'auraient pas touché en boxe. Ça, c'est chiant, ça. Ouais. Et t'as des coups qui sont complètement annulés, hein. C'est-à-dire genre les jabs avec un casque à bulle, le gars, tu vas le jabber, il continue à avancer sur toi. Hein. Tu stoppes pas un mec avec un jab dans un casque à bulle. Par contre, en boxe, un bon jab dans le pif, le mec, il le sent passer, tu vois. Et du coup, je me pointe au Budojo la semaine d'après. Il me restait 2 jours au Japon. Et je fais, bon, bah voilà, je suis là pour faire mon combat. Et là, ils me sortent, ah, désolé, il n'y a pas de mec assez fort pour t'affronter. Tu feras ça plus tard en France. Et du coup, je rentre en France. Et là, ça commence à devenir n'importe quoi. Et ça split à cette époque-là. Parce que je rentre, je me rappelle, 2008. 2008, je rentre. Et septembre, je crois que c'est septembre, j'ouvre ma section, je crois. Septembre NBF, 2008. Ouais. J'ouvre la section NBF Kudo et au bout de 3 mois, là, niveau fédéral, c'est n'importe quoi. Moi, ça me va pas, donc scission. Et là, je me dis, bah écoute, on a les mecs, il y a Pank qui est là pour le JJB, on a des mecs qui viennent pour la lutte, je fais le pied-point, vas-y, on se lance dans le MMA, let's go. On fait tomber le casque, on fait tomber le kimono et on se pète à l'ancienne. Ouais, voilà. Là, ça a été la fin de l'aventure Kudo. Voilà, mais j'en garde des très bons souvenirs. Très bons souvenirs parce que je faut voir ça comme des expériences qui te font progresser, évoluer. Ouais. On a un parcours martial, qu'est-ce qu'il est, que ce soit toi, moi et beaucoup de gens de notre génération. On a été des chercheurs. C'est-à-dire que les choses ne sont pas venues à nous. On est parti chercher les choses. On était encore dans des... Comment ça s'appelle les arts martiaux? On se posait des questions. Est-ce que ça marche? Si je me bats, est-ce que ça marche? Voilà. On s'inscrivait dans des clubs de karaté pour le pied-point, boxe taille. On faisait du judo en plus parce qu'on se rendait compte qu'il fallait quand même savoir projeter. Et il n'y avait pas. Maintenant, les gens, ils disent tiens, bon, je vais m'inscrire là au MMA. Tiens, il y a ce club-là où il y a boxe, JJB et tout. On n'avait pas que ça, tout ça. Ah oui, c'est sûr. C'était une autre ère qui était super sympa. Quoi. Moi, je suis super content d'avoir vécu cette émergence des arts martiaux. Toi là, tu as vécu encore un truc encore plus génial parce que c'était quoi? Moi, je l'ai vécu au travers du jiu-jitsu, de la luta et même du MMA, donc je l'ai commencé tôt. Mais toi, ce que tu as vécu avec le Kudo, tu l'as vécu en plus avec tout le rêve japonais qu'on pouvait nous faire quand on était gamin, tu vois. Et ça, c'est... Top. Bah, on va s'arrêter là aujourd'hui. On reprendra sur d'autres éléments les prochaines fois. Avec plaisir. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le Kudo s'est développé depuis. J'en parlais avant-hier ou la semaine dernière à des copains, notamment à Antonio Tusso qui fait du Kyoku, qui a des copains sur Paris. C'est qu'il y a plusieurs clubs sur Paris, Île-de-France en l'occurrence, et il commençait à en avoir pas mal en France. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre du style, il est sympa.
Et comme dit Sony, c'était vraiment un mindset qui était très, très cool et qui permet de faire une forme de MMA avec le modèle traditionnel du karaté, ce qui est assez funky. Parfait. Et que ça apporte beaucoup, tout en protégeant suffisamment. Et si vous n'avez plus envie, quoi, nous, c'était vraiment notre objectif au moment où on s'était dit, tiens, NBF, on voulait qu'il y ait un côté où les gens se sentent protégés, comme Azuma, en fait, comme son idée, quand les mecs se font boxer pour pas qu'ils ressortent avec des cocards si tu dois aller avoir un rendez-vous le lendemain. Donc, c'est très, très chouette. Ok, bah, je te remercie, Sony. Et puis nous, on se refait Avec plaisir. un petit rendez-vous comme ça. Ok? Ça marche. Passe une bonne journée. Bonne soirée pour toi. Allez, ciao. Ciao. Ça y est, t'as coupé.